Bonsoir. Bonsoir Lucas, bienvenue, c'est très gentil à toi de participer à l'émission et on a plein de choses à te demander. Merci beaucoup Donc, pour l'invitation. mais franchement, on est heureux de t'avoir ici et on voulait donc déjà te poser la question de aujourd'hui, c'est tout frais. Il y a eu donc cette session au Parlement franco-allemand. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant? Quel était le sujet? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelque chose? Ouais. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que moi, j'étais pas présent sur place. Ça avait lieu à Strasbourg au Parlement européen, mais j'ai pas accompagné Sandra sur place. A priori, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Mais je pense qu'on vous a déjà expliqué que c'est pas une institution c'est une institution qui cherche un peu sa place. Donc, pour l'instant, elle n'est pas très, très opérationnelle. Il y avait l'audition de Robert Habeck et de Bruno Le Maire, donc les deux ministres de l'économie, mais qui, a priori, n'a pas donné grand-chose. Il y avait un débat sur l'intégration des Balkans à l'Union européenne. Et on avait aussi plusieurs textes qui étaient discutés, dont quand même quelque chose de nouveau, c'est il y avait un texte co-signé par l'AfD et le Rassemblement national. Donc c'est la première fois, à ce que je sache, que les deux extrêmes droites font un texte ensemble qui demandait notamment à supprimer la redevance audiovisuelle en Allemagne, comme ça a été fait en France. Mais sinon, pas grand-chose de neuf. Capital. C'est leur vision des Donc, médias, effectivement. oui, donc en effet, une institution qui se cherche encore, ces auditions, cette discussion sur l'intégration ou pas des Balkans, c'est donc quelque chose, disons, dans ce qu'on appelle le couple franco-allemand, mais ça doit de toute façon être discuté au Parlement européen. C'est donc, on essaye d'anticiper les problèmes et tout, mais ça n'est pas l'instance qui va en décider. Exactement, non, c'est juste de la discussion. L'idée de l'instance, c'est aussi d'avoir une position commune entre la France et l'Allemagne. Donc c'est aussi l'objectif de ce genre de discussion. Après, pour l'instant, de ce qu'on en voit depuis juin 2022, ça aboutit pas forcément à des positions communes. Ça a peu d'influence sur les gouvernements, ce qui se dit dans ces débats-là. Ah oui, c'est dommage. Bon, eh bien, en tout cas, on va suivre hein, parce que ça nous concerne assez directement. Merci pour ça. Et donc, Florian, est-ce que tu veux prendre la relève? Oui, bonsoir Lucas. On va parler des manifestations qu'il y a eu à Lützerath concernant l'exploitation des ressources en charbon là-bas. Donc, tu étais sur place lors d'une de ces manifestations. Est-ce que tu peux nous resituer l'enjeu et nous raconter comment tu as vécu cette manifestation? Oui, bonsoir Florian, merci beaucoup. Effectivement, donc j'y suis allé avec 3 autres militants le 14 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et l'impression que j'ai eue sur place, c'était quand même que c'était un joyeux désordre. On arrivait, on devait arriver pour un horaire où il y avait trop de monde, donc on n'a pas réussi à arriver pour le bon horaire. Et il y avait un peu des gens partout. C'était une ambiance très familiale. Il n'y avait pas vraiment de direction. Tout le monde errait un petit peu dans les champs. On a raté la manifestation. On est tombé un petit peu par hasard sur la scène où il y avait les discours. Et par hasard, c'était Greta Thunberg qui faisait son discours à ce moment-là. Et du coup, on n'avait pas du tout de cadre, de direction. On s'est un peu baladé au milieu de la manifestation. Et l'impression que j'ai eue aussi, c'est que c'était très familial comparé à ce qui s'est passé à Sainte-Soline et sur lequel on pourra revenir un petit peu après. Mais que ce soit dans l'attitude des manifestants vis-à-vis des forces de l'ordre ou dans l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des manifestants, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu en France. Les deux étaient très calmes les uns vis-à-vis des autres. Moi, j'ai vu une seule charge des forces de l'ordre sur les manifestants qui a duré très peu de temps et qui n'était pas très agressive. Ensuite, les manifestants se sont mis en ligne en se serrant les bras devant une ligne de policiers. C'était statique, il n'y a pas eu d'agressivité ni d'un côté ni de l'autre. À la limite, des jets de boules de boue, mais les policiers n'ont pas réagi. On avait une colonne de camions, de policiers avec les pneus crevés qui ne pouvaient plus avancer. Il devait être une dizaine ou une quinzaine alignés. Et les policiers n'ont pas réagi. Les manifestants écrivaient encore à côté des policiers à cab parce qu'il y avait de la boue et de la poussière sur les camions, donc on pouvait écrire dessus. Il n'y avait aucune réaction, alors qu'en France, on aurait déjà eu des tirs de gaz lacrymogène ou des coups de matraque. Le seul policier qu'on a vu agir, c'est qu'il est juste passé devant un camion, il a effacé de manière un peu énervée le ACAB qui avait été dessiné il y a un moment, mais c'est exactement la seule réponse qu'on a eue en termes de réponse policière. Et seulement à la fin de la manifestation, quand on commençait à partir parce qu'il faisait nuit,
On a vu des policiers qui utilisaient des canons à eau, mais ça restait des armes qui ne sont pas des armes de guerre, des armes qui ne sont pas des armes sublétales comme on connaît en France. Donc c'est une impression de manifestation globalement bien gérée des deux côtés que j'en ai eu moi en tant qu'expérience personnelle. Et aussi beaucoup de boue, parce que je pense que vous avez tous vu les vidéos des policiers qui s'embourbent. Et il n'y avait pas que les policiers qui se retrouvaient dans cette situation-là, il y avait aussi les manifestants, parce que j'ai perdu une paire de chaussures, et donc je suis rentré avec un pied dans la boue, mais ça valait quand même le coup. Et pareil sur les vidéos des policiers qui sont embourbés et qui n'arrivent pas à se dépêtrer de la boue, les manifestants ne les attaquent pas, ce qui est aussi une différence, je pense, avec ce qu'on aurait pu connaître à Sainte-Soline dans la gradation de la violence. Et donc en comparaison, Sainte-Soline, c'était vraiment une politique de maintien de l'ordre qui était basée sur l'escalade de la violence. On avait vraiment une doctrine de l'affrontement. Pour vous donner une idée, la gendarmerie nationale a fait un rapport juste après les événements où ils ont un peu fait la liste de toutes les armes qui avaient été utilisées. Et niveau armes de guerre, on est vraiment pas mal. Hein. On a en 3 heures plus de 5000 grenades lacrymogènes qui ont été utilisées sur les manifestants. C'est énorme en 3 heures, avec des dangers sanitaires qui sont potentiellement graves s'il y a des dangers, des fortes doses d'exposition ou une exposition répétée à la fois pour les manifestants mais aussi pour les forces de l'ordre, ce qui est peut-être un argument que le ministère de l'Intérieur entend plus, puisqu'on a le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui parle de risque de nécrose des tissus respiratoires, de système digestif, d'œdème pulmonaire, d'hémorragie interne. On a des études de chercheurs anglo-saxons, de chercheurs de l'Université d'Istanbul ou de chercheurs français qui parlent d'une prévalence de 2 à 2,5 fois plus élevée pour les affections respiratoires type oppression thoracique tout hivernale. On a le risque de formation de cyanure dans l'organisme. Bref, on a quand même des risques via l'exposition répétée qui sont assez élevés. Et je pense que 5000 grenades en 3 heures, c'est quand même une exposition assez élevée. On a écrit, Sandra a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur pour lui demander de revoir la doctrine de maintien de l'ordre sur l'emploi des gaz lacrymogènes et de diligenter une enquête indépendante sur les risques sanitaires que ça faisait courir des deux côtés de la ligne, disons. On n'a pas eu de réponse pour l'instant. Donc ça, c'est les grenades lacrymogènes, mais après, on a eu aussi 89 grenades de désencerclement, on a eu 40 grenades assourdissantes, et on a eu enregistré 80 tirs de lanceurs de balles de défense, dont certains sur des quads qui étaient en train de rouler, donc c'est un usage qui est non réglementaire. Donc c'était vraiment une doctrine extrêmement dangereuse. Et la réponse du ministère de l'Intérieur, quand on lui dit qu'il y a des armes de guerre qui ont été utilisées contre les manifestants, c'est de nous dire que ce n'est pas des armes de guerre, parce qu'en fait, ces armes-là, on ne les retrouve pas sur les terrains de guerre comme l'Ukraine, mais c'est absolument pas pertinent, puisque la classification armes de guerre, elle ne vient pas du fait de savoir si on les retrouve en Ukraine, en Libye ou en Syrie, mais du fait de savoir si ces armes sont dangereuses pour les personnes. Et ça, c'est dit noir sur blanc par le Code de la sécurité intérieure et par le Code de la défense. Et c'est cette question-là qui importe quand on utilise ce genre d'armes. Et cette doctrine de l'affrontement, elle vient aussi de certaines erreurs. Hein. On a vu des images tournées par France 2, que peut-être certains d'entre vous ont vues, où les gendarmes tirent des gaz lacrymogènes sur le mauvais cortège, puisqu'en fait, contrairement à Lutzerat, où vous aviez vraiment une ambiance familiale, là, vous aviez 3 cortèges différents, qui prenaient chacun des chemins différents, et vous étiez dedans en fonction du degré d'affrontement prévu avec les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ont tiré les gaz lacrymogènes sur le cortège le plus pacifique, en prévention. Donc ça créait déjà une ambiance qui était absolument pas compréhensible pour les manifestants, qui était extrêmement tendue. Et on voit le résultat d'ailleurs, puisqu'on a plus de 200 manifestants blessés et 47 forces de l'ordre blessées, et ça en seulement quelques heures. Quand on compare avec les chiffres de Lutzerat, que j'ai plus en tête, mais que j'avais été chercher, sur des événements qui ont duré plus d'une semaine, on avait moins de manifestants et de forces de l'ordre blessés, donc on a quand même une doctrine de maintien de l'ordre qui est très différente. En Allemagne, les lanceurs de balles de défense ne sont pas autorisés pour le maintien de l'ordre, sauf à titre très exceptionnel, et les grenades de désencerclement sont interdites encore pour le maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas en France. Et on a une véritable doctrine de la désescalade, et moi c'est ce que j'ai vu à Lutzerat, c'est qu'il n'y a pas de réponse de force disproportionnée par rapport à la force des manifestants. Mais ça n'a pas empêché que Gérald Darmanin nous a montré une vidéo quand il a été auditionné par la commission des lois, où il montrait une vidéo de Lutzerat pour nous dire, regardez, la police allemande, elle est aussi violente que la nôtre, et les black blocs, ils sont partout, alors qu'il n'y avait pas de black bloc à Lutzerat, et que la vidéo qu'il montrait était sortie de son contexte, et que les coups de matraque n'avaient rien à voir avec l'utilisation d'armes de guerre, même si ça peut être violent pour des manifestants, c'est pas la question, et que peut-être qu'il y a eu des violences policières à Lutzerat, ça j'ai pas d'éléments là-dessus, peut-être que vous pourrez compléter. Et un autre élément, c'est qu'à Sainte-Soline, pour le coup, des armes de guerre ont été utilisées aussi par les manifestants, ce qui est un axe qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur, puisqu'on a des cocktails Molotov qui ont été utilisés et jetés sur les forces de l'ordre et que c'est classifié.
effectivement comme engin incendiaire relevant de la catégorie A2, donc arme de guerre. Donc c'est un axe qu'utilise beaucoup le ministère de l'Intérieur, qui participe d'une stratégie de discrédit vis-à-vis de la gauche et des écologistes, et d'une stratégie de criminalisation des militants écologistes. On le voit avec les termes écoterroristes qui sont utilisés à tort et à travers, avec le mot bordélisation, avec l'idée que la gauche et les écologistes bordélisent le pays, et qu'en fait l'ordre, c'est le parti qui est au pouvoir, et c'est incarné par les forces de l'ordre. Bref, je pense que ces deux manifestations montrent bien la vraie différence entre un gouvernement de droite libérale dans l'approche du maintien de l'ordre, qui est là depuis quelques années, puisque ça date quand même des Gilets jaunes avec la doctrine d'aller au contact, et puis la différence avec un gouvernement qui est quand même dominé par les sociodémocrates et les Verts, même s'il y a des libéraux, qui n'a pas du tout la même vision de ce que doit être le maintien de l'ordre. Voilà, si je suis trop long, n'hésitez pas à me le dire, et à me couper et à poser des questions, il n'y a pas de souci. Ah non, c'est très intéressant. Et c'est complet. Et je voulais en fait apporter un petit complément sur la situation en Allemagne, qui est qu'en effet, pour le maintien de l'ordre, la police est beaucoup plus coopérative et cherche plus la désescalade. Par contre, il ne faut quand même pas ignorer que le système allemand est différent du système français, dans le sens où la police est généralement une institution des Länder, et pas la police nationale a peu d'importance, en tout cas pas dans le maintien de l'ordre et tout ça. La police dépend des Länder, et les gouvernements des Länder font les lois pour les polices. Donc d'un land à l'autre, c'est pas forcément les mêmes règles, les mêmes lois. Et en Bavière, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, une loi extrêmement répressive est passée pour les règles de la police, qui permet en théorie plus de choses qu'en France. Dans la mesure où c'est utilisé contre des terroristes, contre un danger potentiel aussi. Donc là, c'est toujours le problème de savoir est-ce qu'on part des actes commis par une personne, ou est-ce qu'on fantasme sur les actes qui pourraient être éventuellement commis par telle personne. Et dans ce cas, où est la limite, c'est toujours le gros problème. Et donc, c'est vrai que j'ai manifesté en Allemagne, c'est un modèle, en tout cas en Bavière. Il y a eu quand même la manifestation de Hambourg du G7 qui était un peu moins un modèle, mais c'est quand même quelque chose qui est en puissance, qui pourrait aussi se développer en Allemagne. Et je voulais aussi ajouter que le 16 mai, donc tout récemment, il y a un article qui est sorti sur une étude, la première étude indépendante qui a été menée sur les victimes en Allemagne de violences policières. Et c'est vraiment intéressant. Ils ont interrogé plus de 3300 personnes qui ont été victimes de violences policières, et les résultats de cette étude indépendante montrent que ces cas de violences policières font rarement l'objet d'une véritable enquête, que les personnes victimes osent à peine porter plainte, et que les procureurs traduisent rarement les policiers en justice. Donc on est assez au courant de cette problématique. Et ça peut prendre des années pour finalement obtenir justice auprès de la police, avec le problème qui est pointé que pour se plaindre de violences policières, il faut aller à la police, et que c'est quand même un petit peu contradictoire. Donc voilà ce que je voulais dire sur la situation en Allemagne. Malheureusement, je ne suis pas au courant pour le reste de la Circo. Mais je pense que c'est important quand même, parce que je crains un effet de contagion. Si dans un pays on fait ça, eh bien dans un autre pays, finalement, on peut le faire aussi. Et puis dans ce cas-là, l'autre pays va aller plus loin, et le premier pays va se dire « Eh ben moi aussi je fais ça ». Il faudrait que là aussi on entre dans une désescalade. Exactement. Ouais. Non, mais c'est tout à fait vrai. Mais d'ailleurs, sur Lützerath, il me semble que les 14 des 16 lenders avaient envoyé de la police. Donc j'imagine que quand les différents lenders envoient la police, c'est quand même coordonné au niveau fédéral. Je ne sais pas, peut-être que tu as l'information. Là, je ne sais pas du tout. Mais oui, certainement qu'il doit y avoir des règles nationales à ce moment-là. Est-ce que
On avait d'autres questions à te poser à ce sujet? On a pas mal parlé des deux doctrines différenciées de maintien de l'ordre entre Sainte-Soline et Lutzerat. Plutôt, si on peut plutôt parler de l'enjeu écologique de Lutzerat. Donc, c'est des mines de charbon qui ont été exploitées aux alentours et qui voulaient aller sous le village de Lutzerat, où il y avait donc une ZAD qui s'est installée contre ça. Et des arguments, c'était notamment, les arguments contre, c'était par rapport aux objectifs climatiques et à l'écologie. Et les arguments pour, c'était plutôt pour l'indépendance énergétique de l'Allemagne, avec le problème qu'il y a eu par rapport à l'approvisionnement en gaz. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'enjeu écologique qu'il y a eu derrière Lutzerat? Oui, je pense que l'enjeu écologique, il est clair, c'est qu'en fait, le charbon doit rester sous terre au maximum. Donc il y avait un enjeu sur cette lutte à faire en sorte qu'on gagne sur les deux tableaux, c'est-à-dire que les Verts au gouvernement fédéral, je ne sais plus si c'est le fédéral ou si c'est au niveau du Land, avaient obtenu dans le deal, en gros, que 5 des 6 villages qui devaient être rasés ne seraient pas rasés, et donc que le charbon resterait sous terre pour cela, et que l'extraction du charbon s'arrêterait en 2030 au lieu de 2038, pour le bassin rhénan. Et il y avait ce deal d'un côté, et l'objectif, c'était par la manifestation militante de l'autre, d'essayer de faire en sorte qu'on ait à la fois le deal et d'empêcher l'extraction à Lutzerat, tout en gardant la fin du charbon en 2030, etc. Bon, ça n'a pas marché. Pour autant, il fallait essayer, et ça a créé quand même des tensions au sein des Verts, entre l'organisation des jeunes Verts et les Verts au gouvernement, ce qui est normal, mais à mon avis, c'était un deal qui était le maximum qu'on pouvait obtenir dans une coalition, dans des jeux de pouvoir et des rapports de pouvoir entre partis, et à la fois, il fallait pousser plus loin pour permettre au Verts au gouvernement de dire, bah, vous voyez, il faut qu'on aille plus loin, et finalement, eh bien, on n'a pas pu exploiter le charbon à cause des manifestants, on vous indemnise, et basta, on arrête d'exploiter le charbon. Donc ça n'a pas marché. Mais ça, c'était l'enjeu quand même climatique qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et après, sur la question de l'approvisionnement énergétique, c'est vrai que ça reste une question. Comment on fait pour assurer une sécurité énergétique d'un pays comme l'Allemagne, avec 83 millions d'habitants, qui était très dépendant du gaz, qui reste encore utilisateur de charbon, et qui sort du nucléaire, et qui n'a pas encore effectué totalement sa transition énergétique, puisqu'on est actuellement en production d'électricité autour de 50%, ce qui est énorme par rapport à la France, puisque le renouvelable en France, je crois que c'est même pas 20%, contre 75% de nucléaire pour l'électricité. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent. Après, d'après certaines études, ce charbon-là n'était pas nécessaire pour assurer l'indépendance énergétique de l'Allemagne. C'est tout l'enjeu de l'interconnexion des réseaux européens, de pouvoir assurer l'approvisionnement énergétique d'un pays quand l'autre ne produit pas assez. La France en bénéficie, l'Allemagne en bénéficie. Hein. Quand en hiver, les centrales nucléaires produisent beaucoup, elles peuvent exporter vers l'Allemagne. Inversement, l'été, quand elles produisent peu, l'Allemagne pouvait exporter de l'énergie vers la France. Donc c'est tout l'enjeu de ces réseaux d'interconnexion. Et il n'y avait pas de raison d'exploiter ce charbon autre que commercial pour RV. Merci. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, tu as fait le tour sur cette problématique. C'est clair que les questions d'énergie et de trouver suffisamment d'énergie sans émettre trop de gaz carbonique, sans non plus prendre trop de risques avec des centrales nucléaires, c'est une question épineuse. On voudrait passer on passe à la deuxième partie de cette discussion. Alors là, sur cette comparaison entre les programmes. Donc, tu avais fait ça plutôt pour les programmes de 2017. Je voudrais te demander déjà qu'est-ce qui comment t'es venue l'idée, pourquoi tu t'es dit il faut que je fasse ça, et qu'est-ce que tu as trouvé sur cette comparaison, quelles ont été tes premières constatations? Alors comment c'est venu? C'était obligatoire, c'était un devoir à rendre, donc je me suis penché là-dessus. On avait un large choix de thèmes, et en fait je me suis dit que c'était un cours de politique européenne comparée, et il fallait sélectionner 2 pays et faire une comparaison. Donc je me suis dit que le plus intéressant et le plus enrichissant pour moi, qui suis militant chez les Verts, qui est une attirance pour l'Allemagne, c'était de comparer les deux programmes de ces 2 partis, pour voir si on pouvait parler d'une écologie politique européenne, avec un vrai socle idéologique commun, avec une vraie philosophie commune, qui se déclinerait dans diverses versions nationales. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi ce thème-là. Mais donc c'était quelque chose que je devais faire de manière obligatoire. Et c'était
en 2021, je crois, avant les législatives allemandes de 2021. Et donc, il n'y avait pas de programme encore pour les Verts français pour l'élection de 2022, pour la présidentielle, et puis pour les législatives après, même si du coup, il y a eu la NUPES qui a fait qu'on a eu un programme commun. Mais donc, j'ai pas pu faire ça sur les programmes d'après, même si ce serait intéressant à refaire, je pense, avec les programmes présidentiels du coup 2022 et législatifs de 2021 pour l'Allemagne. Et je voudrais juste rappeler quand même que ça reste des programmes politiques et que donc il faut prendre des précautions quand on établit la comparaison, puisque ça reste un document de propagande électorale qui vise à attirer des électrices et des électeurs et qui doivent être placés dans le contexte à la fois de compétition nationale entre les partis pour accéder à des postes de pouvoir et à la fois sur des luttes internes aux partis pour déterminer une ligne politique. Donc il peut y avoir des incohérences dans les programmes, des choses assez vagues, ne serait-ce qu'à la conception de base dans le parti. Et sur les premières constatations, en fait, il y a 4 axes qui peuvent être dégagés, à mon sens, de ces deux programmes et de leur comparaison. D'abord, c'est la centralité des questions climatiques et environnementales. Ensuite, c'est l'extrêmement fort libéralisme culturel et politique. Après, on parlera un peu d'Europe et ensuite, on verra les divergences sur les questions socio-économiques, mais partagées par des ambiguïtés communes vis-à-vis du libéralisme économique. Du coup, sur la centralité des questions climatiques et environnementales, je pense que ça ne surprend personne. Vu le logo des partis, vu le parti, la naissance des partis, c'est assez clair, c'est central. On a une place qui est accordée au climat, qui infuse vraiment toutes les propositions, toutes les parties des programmes, et qui est vraiment un objectif central pour les deux partis, notamment le respect de l'accord de Paris. Et en ce sens, il y a un chercheur qui s'appelle Stéphane Aycout qui avait parlé de climatisation du monde, c'est-à-dire la diffusion de l'enjeu climatique à toutes les strates de la société, dans absolument toutes les thématiques et toutes les problématiques que rencontrent les populations. Et on a vraiment une forme de climatisation de la pensée écologiste, où les questions climatiques n'étaient pas ce qui était central dans les programmes des Verts dans les années 80, mais qu'aujourd'hui est vraiment la question centrale, ce qui fait écho au débat écologique dans la forme qu'il prend actuellement dans les deux pays. Et donc ça, c'est très intéressant à noter, parce que c'est des partis qui se sont fondés plutôt sur la question de la place de l'homme dans la nature, et on retrouve la question climatique, du coup, aux côtés de ces réflexions, ce qu'on peut voir, parce qu'il y a des parties entières consacrées dans les deux programmes à l'eau, à l'air, à la forêt, et donc c'est des éléments qu'on retrouve des deux côtés, et qui sont les moins surprenants, que je pense que tout le monde s'attend à voir dans les deux programmes. Ensuite, le libéralisme culturel, il est extrêmement fort dans les deux programmes. On a une prise de position qui est très claire. Le libéralisme culturel, en général, on le divise en trois. Un libéralisme des mœurs, donc c'est ce qui est la liberté sexuelle, par exemple, le droit à l'avortement. On a les valeurs universalistes et humanistes, donc c'est l'acceptation de la diversité culturelle et religieuse. Et on a une forme de rapport à l'autorité qui est basée sur la prévention plutôt que sur la répression. Et ça, on le remarque dans les deux programmes, même si il y a quelques divergences sur certaines mesures, notamment sur la question de la fin de vie, où les Verts français plaident vraiment pour la légalisation de l'euthanasie, là où les Verts allemands sont plus prudents et veulent un développement des soins palliatifs, mais ce qui s'explique par les différences de culture dans les deux pays et d'avancer sur ces questions sociétales. Mais sinon, on retrouve dans les deux cas une forte politique féministe, une vision de la sexualité très libérée, une politique migratoire accueillante. Et donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas non plus surprenant et qu'on s'attend à voir du côté des partis écologistes, puisque c'est des luttes qui portent depuis assez longtemps, depuis leur création. Et on retrouve même ce libéralisme culturel dans la forme, puisque les deux programmes utilisent l'écriture inclusive. Ce qui est assez intéressant de noter, puisqu'on voit que même dans la forme, ça infuse. Donc on a deux partis qui partagent la même vision d'une émancipation des individus via leur liberté de choix et l'affirmation de leurs différences. Et puis l'autre élément dans ce libéralisme, c'est le libéralisme politique, que le chercheur Olivier Ney a décliné en 5 axes différents: participation démocratique, pluralisme politique, gouvernement représentatif, refus de la concentration des pouvoirs et promotion des droits de la personne. Et dans ce libéralisme politique, c'est pas tant les mesures identiques qu'on va retrouver dans les deux programmes, contrairement au libéralisme culturel, hein, l'égalisation du cannabis, c'est écrit noir sur blanc dans les deux programmes, mais c'est une même direction via ces 5 axes, puisqu'en fait on a des systèmes institutionnels qui sont très différents, et donc passer à la 6ème République du côté français, c'est pas la même chose du côté allemand, puisqu'il n'y a pas de remise en cause fondamentale de la loi fondamentale, mais on retrouve dans les différentes propositions de budget participatif, de plus grande implication des citoyens, etc., toutes ces dimensions du libéralisme politique.
Il y a une phrase qui le décrit très bien dans le programme des Grünen, c'est « Au cœur de la démocratie se trouve la décision de la majorité autant que la protection des minorités ». Donc c'est clairement une phrase de libéralisme politique. Intéressant aussi, c'est qu'on retrouve ce libéralisme politique et culturel dans des mesures qui synthétisent les deux, par exemple le droit de vote à 16 ans ou le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui sont présents dans les deux programmes, et on les retrouve aussi dans la politique internationale, notamment la politique migratoire, qui est vue comme humaniste, ou encore, et c'est peut-être un élément sur lequel vous aurez des questions, sur la politique de désarmement, qu'on retrouvait à l'époque chez ELV et chez les Grünen. Alors chez ELV, on avait par exemple un engagement dans un processus de dénucléarisation militaire, et chez les Grünen, on avait le refus de la hausse des dépenses militaires à 2% du PIB. Évidemment, il y a eu des évolutions depuis ces programmes de 2017, notamment les Grünen au pouvoir en Allemagne. Ça vient avec la réalité de la guerre en Ukraine et du retour d'une guerre de haute intensité sur le territoire européen, ce qu'on n'avait pas connu quand même depuis longtemps, avec un régime autoritaire doté de la bombe nucléaire qui agresse une démocratie. Et donc ça a induit un changement d'approche qui était déjà là chez les Verts allemands, puisque Joschka Fischer, dans les années 90, il a effectué ce tournant chez les Verts, ce qui n'a pas été très bien perçu au début. Il s'est pris une boule dans l'oreille, si j'ai bonne mémoire, dans un meeting à cette époque-là, mais ce tournant il a été effectué par les Verts allemands depuis un moment. Et en France, les Verts participaient au gouvernement en coalition avec le Parti socialiste en 2013 quand il y a eu le déclenchement de l'opération au Mali. Donc en réalité, il y a un refus de la guerre en soi, mais parfois elle est considérée comme nécessaire. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, parce que je sais que c'était un thème. Oui, enfin, une question. C'est vrai que là, c'est un problème, oui, un peu épineux pour les Verts, parce que je crois que l'an dernier, encore pendant la campagne présidentielle, quand Yannick Jadot s'est vraiment engagé à fond pour envoyer des armes et soutenir l'Ukraine militairement, il y a eu vraiment, il me semble, une incompréhension en interne, parce que ça allait directement contre ce qui était la section paix et désarmement et désescalade. Et là, il y a eu quand même une certaine incompréhension. Et je crois que ce n'était pas la première fois que la question se posait pour les Verts, puisque ça s'était posé en 2014 pour la Crimée. Et puis, il y avait aussi... j'ai pu retrouver plusieurs moments où cette question se pose. Qu'est-ce qu'on fait, en effet, si on participe au gouvernement, ce qui arrive plus souvent, je pense. Enfin, en France, il y a parfois quelques ministres, mais en Allemagne, vu qu'il y a ce système vraiment à la proportionnelle et les gouvernements régionaux, enfin les gouvernements des Länder, il y a plus d'implication dans la politique, dans les mesures prises par les Verts. Et du coup, oui, si on est en coalition avec des socialistes et des conservateurs, il y a parfois des coalitions un petit peu contre nature, comment on arrive à se faire entendre, comment on arrive à éviter les compromis qui vont trop loin et qui déçoivent les électeurs. Donc en effet, ce que tu disais sur le fait que c'est des programmes aussi pour appeler les gens, pour les encourager à voter pour ce programme. Et ça se heurte quand même aussi parfois à ce bilan et simplement à la réalité que on a la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on abandonne l'idéal de rechercher la paix et de la désescalade? Qu'est-ce qui est coûteux politiquement? Comment rester conséquent et en même temps... donc, je ne sais pas si tu voudrais commenter. C'est pas vraiment une question, désolée. Sur la question pendant la campagne de Yannick Jadot, moi, je n'ai pas eu de retour là-dessus, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Je n'ai pas les éléments dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une tension sur ce que veut dire pacifisme, en fait. Et je pense, après c'est mon interprétation personnelle, que parfois on a une tendance à confondre antimilitariste, qui à mon avis était l'idée de base des mouvements écologistes quand ils ont été fondés, et pacifisme, qui signifie qu'on va rechercher la paix, mais qu'on ne va pas éviter la guerre à tout prix. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'invasion d'une démocratie, comme je le disais, par une puissance autoritaire comme la Russie, on n'est pas dans un cas de figure, comme on a pu le connaître avec l'Irak, où c'est des démocraties qui vont renverser un régime, qui soit autoritaire ou pas, mais qui vont intervenir à l'extérieur pour faire tomber un régime. Donc, à mon sens, on est dans deux situations différentes.
Et c'est aussi ce qui met les Verts dans un dilemme, puisqu'on n'a jamais, je pense, tranché la question de ce que voulait dire pacifisme. Mais à mon sens, ça ne veut pas dire refuser l'armée. Après, nous, on place évidemment l'objectif de l'armée européenne comme en tête de nos idées sur la défense, en disant que c'est le meilleur moyen d'avoir une autonomie stratégique pour pouvoir se défendre. Maintenant, ça se heurte aussi aux réalités qui sont que, quand vous dites ça aux pays d'Europe centrale et orientale, à qui la France a dit depuis 2014, après l'invasion de la Crimée, que la Russie finalement c'était pas un problème et que c'était potentiellement un partenaire économique, bah, ça se heurte au fait que pour la Pologne ou les États baltes, la Russie n'est pas un partenaire économique, c'est considéré comme un danger. Ils ont une marque de l'histoire qui est plus forte que nous, et ils ont senti depuis 2014 qu'effectivement la Russie de Vladimir Poutine n'était pas un allié et qu'elle était dangereuse. Et je pense qu'on n'a pas su les écouter, et aujourd'hui sur ces questions de défense, on les a quand même pas mal perdues. Et donc sur la défense européenne, c'est pour le moment encore une vision qui est défendue beaucoup par la France, mais qui n'est pas très tangible pour des pays comme la Pologne ou l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. D'accord. Donc voilà. Alors, je vois qu'on a une question dans Oui, le chat par rapport à l'OTAN. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y avait des différences par rapport dans à les l'OTAN, programmes? Oui, pardon. Ah oui, non, c'est... Par rapport à l'OTAN, moi, j'avais pas noté de différence. On avait les Verts allemands, du coup, qui n'étaient pas favorables, enfin, qui voulaient éviter d'arriver aux 2% d'investissement dans la défense par rapport au PIB, 2% du PIB investi dans la défense. C'était écrit noir sur blanc dans leur programme que c'était un objectif dont ils ne voulaient pas. Donc c'est le seul objectif qui est lié à l'OTAN, dont j'ai souvenir qu'ils parlaient. Et chez les Verts français, il n'y avait pas de rejet de l'OTAN non plus. Puisque en fait l'idée, je pense, dans la pensée écologiste, c'est de dire que tant que l'armée européenne n'est pas prête, il n'y a aucun intérêt à sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, puisqu'en fait on agirait de manière soit égoïste vis-à-vis de pays comme la Pologne ou les États baltes, en disant nous, on a une armée capable de se projeter, on a la bombe nucléaire, débrouillez-vous sans nous, en disant nous, on considère qu'on est indépendant, soit on est un peu hypocrite en pensant qu'en sortant juste de commandement militaire intégré de l'OTAN, on sort de l'OTAN, alors qu'en réalité, on va continuer à y être. Donc l'idée, c'est de dire tant qu'on a l'OTAN et qu'on n'a pas réussi à créer cette armée européenne, restons-y. Et j'ai pas vu de remise en cause de cette idée-là dans les deux programmes. D'accord, super. Pardon, oui, ouais, super. On a une autre question dans le chat sur la différence des deux programmes qui vient de Gaël, qui demande si une des différences, ce n'est pas l'obligation de faire des unions pour gouverner en Allemagne, alors qu'en France, un parti peut gouverner seul actuellement. Si, tout à fait. Et ça, on le voit très bien dans les programmes. Je voulais venir un peu plus tard, mais on peut l'aborder maintenant. C'est que sur la question européenne, par exemple, on a un objectif qui est similaire, c'est l'Europe fédérale. Mais par contre, on a des méthodes qui sont décrites dans les programmes qui sont complètement différentes, puisque les Verts français, en 2017, voulaient une constituante en 2019 pour réformer les institutions européennes avec l'idée d'un grand saut fédéral, ce qui est une théorie dans les études européennes. Cette théorie du grand saut fédéral, elle est défendue par un certain nombre de personnes. Et à côté, vous aviez les Verts allemands qui, eux, partageaient l'objectif implicitement, même si ce n'était pas marqué noir sur blanc de cette Europe fédérale, mais qui utilisait ce qu'on appelle la méthode des petits pas de Jean Monnet, c'est-à-dire, je crois que vous avez retrouvé la phrase qu'il avait dite en 1950, lors de la déclaration Schuman, enfin c'est Schuman qui le dit, mais c'est Monnet qui écrit, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Donc en fait, ils vont au même endroit, mais ils le mettent par petites touches dans le programme, c'est vraiment des choses qui sont plus réalisables que ce que disent les Verts français dans leur programme en 2017, mais ça se comprend aussi par la situation électorale, et donc ça répond à ta question sur la question des coalitions, c'est que les Verts français en 2017 savent qu'ils ne feront pas partie du gouvernement en soi. On sait que la gauche a perdu, on sort du quinquennat de François Hollande, elle est laminée dans les urnes, je pense qu'il y a un principe de réalité qui s'impose, et donc on peut plus facilement dire où est-ce qu'on emmènerait idéalement les gens si on gouvernait. Et les Verts allemands, eux, ils étaient pressentis pour rentrer dans le gouvernement. Donc ils devaient faire aussi preuve d'un principe de réalité beaucoup plus grand, puisqu'ils devaient faire preuve de crédibilité pour que les gens puissent se dire, OK, ils peuvent faire partie de la coalition qui va gouverner le pays pendant 4 ans. Donc effectivement, le mode de scrutin en Allemagne et l'obligation de faire des coalitions jouent sur les programmes. Après, chaque parti va essayer aussi de marquer sa différence et d'attirer les électeurs à lui. Et c'est une fois qu'on a les résultats finaux que les coalitions se forment et que donc là, il y a les négociations sur ce qu'on abandonne ou pas dans le programme. Donc il peut y avoir des stratégies sur ce qu'on met et ce qu'on est prêt à lâcher après, hein, dès la constitution du programme à la base. Mais oui, effectivement, ça joue sur comment c'est constitué. Alors, tu avais mentionné tout à l'heure des divergences pour ce qui est du libéralisme économique.
Et là, c'est vrai que c'est un point qui, pour la gauche, qui est quand même vraiment important. Qu'est-ce que tu as pu remarquer à ce niveau-là? Oui, du coup, effectivement, c'est comme ça que je concluais, c'est qu'il y a une grosse divergence, en apparence en tout cas, sur les questions socio-économiques, puisque d'un côté, on a les Grünen qui, eux, adhèrent clairement, en tout cas dans la manière dont c'est écrit, à ce qu'ils appellent l'économie de marché sociale et écologique. Donc, ils font la part belle à concurrence loyale, ils misent beaucoup sur la compétitivité des entreprises et du pays via l'innovation pour résoudre les problèmes de la transition écologique avec succès. Et donc, on a un peu cette idée qui est assez critiquée dans beaucoup de milieux, hein, d'idée de croissance verte, ou en tout cas de découplage entre la croissance et les émissions de gaz à effet de serre qu'on retrouve dans un livre d'un écologiste allemand qui s'appelle Ralf Fuchs, qui a écrit en 2013 Croître intelligemment, la révolution verte. Et donc, c'est un programme qui on dirait, s'inspire de ça, où on regarde les nouvelles technologies avec enthousiasme, on voit la révolution numérique comme un moyen d'atteindre ce découplage, qui est explicitement mentionné dans le programme, notamment via le renforcement de la consommation intelligente de l'énergie, ce qui est une vraie question en soi, puisque je pense que chaque pays se pose la question de comment on gère l'énergie pour la consommer au mieux avec ce dont on dispose, et que ça fait partie des solutions qui sont envisageables et qui sont envisagées par à peu près l'ensemble des partis maintenant. Et à l'inverse, les Verts français, dans le programme, ils sont beaucoup plus critiques de l'idée d'une concurrence qui serait vertueuse en soi. On a des critiques assez fortes vis-à-vis de la croissance. On a de la première partie qui est assez claire, puisqu'elle s'appelle Vers une société post-croissance, donc ça donne le ton directement, et que le marché est regardé avec beaucoup plus de scepticisme. On a plus le terme de coopération que de compétition, par exemple, dans tout le programme. Et à la question qu'est-ce que l'écologie politique, ça c'était intéressant. Dès la page 7, le LV répond la coopération plutôt que la compétition. Donc on a vraiment une vision de ce point de vue-là qui est très différente, en tout cas dans la manière dont c'est rédigé. Après, comment dire, on a à la fois dans les deux programmes des ambiguïtés sur ces questions-là, puisque les Grünen, si je vous ai dit qu'ils ont l'air de se diriger vers cette solution un peu innovation, etc., en réalité, ils critiquent aussi la croissance dans le programme de manière très claire. Ils disent que le PIB est un instrument de mesure dépassé. Et de l'autre côté, du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a un programme qui peine à faire comprendre comment on sort de la croissance, finalement, et qui se réfère quand même à certains endroits au PIB comme indicateur ou à des mesures qui sont présentées comme favorables à la compétitivité. Donc, on a des incertitudes et des ambiguïtés qui persistent dans les deux cas, ce qu'on retrouve à mon avis dans tous les partis de gauche qui veulent gouverner, parce qu'en fait on est dans une économie de marché, d'autant plus en Allemagne où la Constitution inscrit l'économie de marché, c'est inscrit dans la loi fondamentale, donc c'est beaucoup plus dur pour les Grünen de la remettre en question, je pense, que pour les Verts français, où on évolue dans un milieu qui est quand même un État jacobin, qui aime bien le contrôler, ce qui permet de s'affirmer beaucoup plus sceptique vis-à-vis du marché qu'en Allemagne, où depuis 1949, on n'a pas vraiment de remise en cause de cette économie-là, parce qu'aussi elle a permis le développement économique que l'Allemagne a connu, avec le Wirtschaftswunder, etc. Mais donc c'était quelque chose d'assez intéressant à voir, je trouve, et ce qu'il faut garder en tête, et c'était la conclusion que je voulais amener, c'est qu'en fait, ces programmes-là, ils fixent seulement les rapports de force internes aux organisations à un moment. C'est-à-dire que les lignes que je vous décris là et qui ont l'air de s'affronter, où on a l'impression que les deux partis prennent une direction extrêmement différente, mais en réalité, on a différentes ailes au sein des partis. En Allemagne, vous connaissez bien, c'est les Fundis et les Realo. En français, on n'a pas de nom pour ces ailes-là, et on penche plus sur la gauche dans le programme français, mais c'est le jeu de rapport de force, en fait. En Allemagne, c'est les Realo qui ont gagné. En France, on pourrait dire que c'est les Fundis qui ont gagné sur le programme de 2017. Donc il faut bien replacer ça dans ce contexte-là et comprendre que ça peut toujours évoluer. Et ce serait intéressant du coup, de ce point de vue-là, de voir les programmes de 2022 et de 2021 pour voir s'il y a des évolutions sur cette divergence-là. Oui, en effet, ce serait intéressant de pouvoir le refaire pour voir si le fait qu'en 5 ans, l'urgence climatique se soit encore vraiment rapprochée a pu bousculer certaines
tendance à faire un peu trop de compromis. Juste pour les gens qui ne connaîtraient pas tous les dédales allemands, les fundistes, c'est les fondamentalistes, on dirait plutôt, mais pas dans le sens religieux, bien sûr. Et les réalos, bien sûr, c'est les réalistes, hein, ceux qui sont plus prêts justement à faire des compromis, parfois trop de compromis sur tout ça. Eh ben, écoute, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'une autre fois, ça pourrait valoir le coup de voir un petit peu comment ces programmes sont élaborés. J'ai vu qu'il y avait en fait une charte des Verts au niveau mondial qui fait que chaque pays, le parti de Verts dans chaque pays au niveau mondial, du moment qu'il adhère, qu'il reconnaît cette charte, peut entrer dans cette grande communauté des Verts. Mais j'imagine que vous avez plus de liens avec les partis verts européens, qu'il y a le Parlement européen, il y a les... mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette charte et aussi de simplement voir comment ces programmes sont élaborés. Il y a des commissions thématiques. Alors moi, je connais ça pour la France Insoumise aussi. Et donc, c'est toujours intéressant si les gens qui ont des idées, qui connaissent un domaine, peuvent apporter leur contribution. Et l'intelligence collective, c'est toujours utile. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était très intéressant et super. Merci à toi et bonne soirée encore. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.